Que se passe-t-il avant les podiums et comment aller chercher ces médailles ? Journal d'une parabadiste répond à toutes les questions que vous vous êtes toujours posées sur le sport de haut niveau. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 18 de Journal d'une parabadiste. Aujourd'hui, l'épisode fait un peu la suite du précédent dans lequel je parlais de tous les moyens de financer une carrière dans un sport peu médiatisé et j'avais notamment abordé la question du sponsoring sans plus rentrer dans les détails. Ça va être le sujet de l'épisode du jour. Comment trouver des sponsors quand on débute sa carrière, qu'on n'a pas encore de palmarès et qu'en plus notre sport n'est pas médiatisé. Ça fait beaucoup de contraintes vu comme ça. C'est sûr que c'est pas la situation la plus confortable, mais c'est pas une fatalité. Il existe des solutions pour exister et nouer des partenariats dans ce contexte. Alors avant toute chose, je voudrais que là tout de suite, avant même d'écouter l'épisode, vous le partagiez à un jeune ou moins jeune qui est sportif de haut niveau, qui fait face à des frais de carrière énormes, qui galère parce qu'il n'est pas encore entre guillemets connu et qui pense que seule une médaille olympique ou paralympique pourra lui amener des sponsors. Je me place pas en sauveuse du sport français parce que même avec tous les conseils du monde, ça reste un chemin de croix. Mais c'est vrai que quand j'ai débuté ma carrière et que j'étais totalement perdue face à tout ça, j'ai eu de l'aide d'un ami sportif de haut niveau, ce qui m'a déjà permis d'un peu savoir où aller. Mais malgré tout, j'aurais aimé avoir encore plus de détails, plus de méthodologie et surtout savoir que oui, c'est possible d'avoir des sponsors même quand on part de rien et qu'on n'a pas encore de médaille internationale. Donc cet épisode, il est vraiment là pour aider ceux qui en ont besoin. On est littéralement des milliers en France, donc je pense que vous connaissez forcément de près ou de loin des gens qui seront intéressés par ce que je vais expliquer aujourd'hui. Et moi, ça me fait super plaisir si je peux aider ne serait-ce qu'une personne à trouver un sponsor qui va lui permettre de faire une saison de plus. Alors c'est parti, comment on fait pour trouver des sponsors quand on n'a aucune couverture médiatique, parce qu'on n'a pas fait d'exploits aux Jeux Olympiques ou Paralympiques, parce que c'est notre première saison sur le circuit international, parce qu'on fait un sport qui n'est pas populaire dans notre pays. La grosse idée reçue, et que j'entends partout et trop souvent, c'est que les entreprises, les collectivités, etc. ne s'intéressent pas aux athlètes qui n'ont rien gagné. Ce qu'ils veulent, c'est un palmarès. Et bien ça, je vous le dis, en 2025, c'est faux et archi faux. Alors bien sûr, on va pas le nier, ça aide. Malgré tout, après les Jeux de Paris 2024, je connais un paquet d'athlètes médaillés, voire multimédaillés, qui ont vu leur contrat de sponsoring prendre fin. Une médaille n'est pas une immunité de la même manière que pas de palmarès n'est pas rédhibitoire. Ce qui va faire la différence, c'est le travail que vous mettez à trouver les sponsors et derrière à les garder. Aujourd'hui, on a une chance énorme en tant qu'athlète qui cherche des partenariats, c'est le volet RSE des entreprises. Alors le RSE, c'est quoi ? C'est la responsabilité sociale des entreprises. C'est un concept qui regroupe beaucoup de choses comme l'écologie, le bien-être des salariés, la non-discrimination, etc. Mais aussi le développement du tissu local, avoir une image altruiste. Enfin bref, je pense que vous avez saisi l'idée. C'est de se dire que l'entreprise n'apporte que du plus à la société dans son ensemble et n'est pas une méchante machine à profit qui broie tout autour. Et nous, en tant que sportifs de haut niveau, on peut apporter beaucoup au volet RSE de ces entreprises parce qu'un groupe qui finance la carrière d'un athlète, c'est un gros plus pour leur RSE. Ça valorise énormément leur image, leur implication dans la vie sociale et dans le rayonnement de la France via le sport. Ça permet à un athlète précaire de pouvoir subvenir à ses besoins. Bref, pour eux, c'est vraiment un engagement fort. Et alors, je vous parle même pas des athlètes para, parce que là, on ajoute la dimension handicap au projet et c'est double jackpot. Donc pour une fois, et c'est rare, profitez-en, les amis handicapés, dans la recherche de sponsoring en milieu peu médiatisé, je pense que les athlètes paralympiques ont un avantage sur les athlètes olympiques. Alors maintenant, comment on fait pour convaincre ces entreprises de miser sur nous pour leur RSE ? L'idée globale, ça va être de construire votre image. Votre nom, votre tête va devenir une marque. Et de la même manière que Nike a une stratégie marketing X pour vendre ses chaussures et Decathlon une stratégie Y, il va falloir que vous construisiez votre propre image, votre propre stratégie marketing pour aller chercher les partenaires qui vous conviennent. Votre histoire, elle est unique. Ce que vous avez à partager aussi, et ce que recherchent les entreprises, c'est justement ces parcours, ces histoires.
Parce que tant que vous n'aurez pas 100 000 followers, si ce n'est plus, sur vos réseaux sociaux, les entreprises, elles miseront pas sur votre valeur commerciale pour vendre des articles. Elles miseront sur ce que vous pouvez apporter concrètement en termes de valeur. Quels sont vos rêves? Quelles ont été les embûches? Comment vous les avez dépassés? La plupart du temps, votre image et votre histoire seront utilisées non pas forcément pour résonner auprès du public et que l'entreprise fasse plus de ventes, mais pour résonner auprès des collaborateurs qui seront plus productifs dans leur travail. Et ça, c'est vraiment un concept qu'il faut avoir en tête quand on est un jeune sportif de haut niveau inconnu. On va pouvoir avant tout trouver des partenaires dans le cadre du RSE, beaucoup plus que dans le cadre de la vente de produits. On n'est pas Mbappé, a priori on le sera jamais, donc notre stratégie marketing, elle est différente. Bon, vous allez sûrement dire à ce stade, ok, je vois la théorie, mais maintenant comment je fais ? Petit aparté, avant de continuer, j'ai vraiment de l'ambition pour mon podcast et j'aimerais qu'il se diffuse le plus possible pour que le plus de gens fans de sport et de futurs sportifs de haut niveau puissent connaître les dessous des carrières de haut niveau. Et pour ça, vous pouvez m'aider de manière très simple en mettant une note à mon podcast sur votre plateforme d'écoute, un petit commentaire et en partageant votre épisode préféré sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à tous. Déjà, il va falloir écrire. Que ce soit pour vous ou pour diffuser après, construire votre image et votre stratégie marketing commence par là. Écrire votre histoire, ce que vous faites, comment vous en êtes arrivé là, quels ont été les obstacles, quelles ont été vos réussites, vos meilleurs souvenirs, vos pires souvenirs, à quoi ressemble votre quotidien, etc. Ça fait un peu liste de courses quand je l'énonce ici, mais l'idée c'est justement de pas faire une liste, mais de préparer plusieurs chapitres à cette histoire et raconter au fil du temps tout ceci. C'est encore tabou dans le monde du sport, mais ce que veulent les gens, c'est de l'émotion. Ils veulent vibrer au fil de vos exploits, mais ils veulent aussi avoir la larme à l'œil quand vous racontez les obstacles qui auraient pu mettre fin à votre carrière. Soyez franc, transparent, naturel, sans verser dans le pathos et la recherche de pitié bien sûr, mais brisez justement l'image du sportif à qui tout réussit toujours. Les gens, ils ont besoin de se reconnaître en nous et pas de penser qu'on est des surhumains qui valent mieux qu'eux. Donc bref, racontez tout ce qui vous a mené où vous en êtes aujourd'hui et la problématique finale qui se pose à vous, j'ai besoin d'argent pour continuer. Mais d'abord voilà, il faut poser toutes ces bases qui vont entraîner les gens avec vous dans votre histoire et ne pas tout de suite parler de recherche de partenaires. Il faut construire une communauté qui va avoir hâte de lire ou d'écouter le prochain chapitre, qui va ensuite petit à petit être super à l'écoute de vos résultats sportifs, qui va vous demander des nouvelles quand vous n'avez pas posté à l'heure le résultat de votre match du jour, qui vous soutiendra quand vous serez blessé, etc. Une fois que les gens sauront vraiment qui vous êtes et auront à cœur de suivre vos aventures quotidiennes, vous aurez une petite fanbase, tout simplement, et les partenaires seront beaucoup plus faciles à aller chercher. Pourquoi ? Parce que déjà, parmi cette communauté, il y aura des chefs d'entreprise, des gérants, des responsables marketing qui seront à même de vous faire des propositions concrètes. Aussi parce que vos appels à trouver des partenaires seront beaucoup plus relayés qu'en les balançant comme ça dans la masse des réseaux sociaux avec la plupart de vos followers qui vous connaissent presque pas. Et enfin, parce que les médias tomberont sur vos histoires et que ça, ils adorent les raconter, ces histoires. Parler d'une médaille obtenue dans un sport que personne regarde, ils s'en foutent un peu. Raconter comment, à 10 ans, on t'a dit que tu pourrais jamais faire de sport parce que t'étais un peu gros ou que t'avais un handicap et qu'à 20 ans, tu ramènes une médaille internationale, c'est ça que veulent les médias et le public. On en revient toujours à la même chose, les histoires sont plus croustillantes que les médailles en elles-mêmes. Et il faut vraiment mettre le paquet sur les médias. C'est chronophage, parfois c'est dur, mais essayez au maximum de répondre présent à toutes les sollicitations que vous pouvez avoir. Parce que parfois, un petit article dans un journal local va vous amener à un reportage sur France 3 Régions, qui lui-même va déboucher sur une proposition de France 2 ou Canal+, dans un format spécial sport. Et en plus, petit à petit, vous connaîtrez les journalistes qui vous suivent, et vous pourrez carrément demander des articles quand vous avez une info importante à partager, plutôt que de juste attendre qu'on vous propose quelque chose. Et c'est avec cette visibilité qu'on va toucher notre troisième cercle, les gens avec lesquels on n'a aucun lien, et qui vont se joindre à notre petite communauté, et parmi eux, des dirigeants d'entreprise. Alors concrètement, comment vous allez mettre ça en place ? On est en 2025, vous n'allez pas avoir le choix, vos réseaux sociaux sont votre première arme. Certains sont à l'aise, d'autres
n'aiment carrément pas. Malgré tout, ça reste, je pense, difficile d'être sportif de haut niveau sans une présence sur les réseaux. Parce que construire votre image, ça va commencer par là. Une fois que vous savez ce que vous voulez montrer, il faut le diffuser. Et là, on va avoir plusieurs bons amis, mais il va falloir s'adapter à chacun d'eux. Et c'est aussi pour ça qu'il faut construire votre propre stratégie marketing selon vos compétences et vos envies. Vous aimez pas écrire? Racontez en vidéo. Vous aimez pas vous montrer face cam? Écrivez ou faites un podcast. Il n'y a pas qu'un seul moyen de raconter vos histoires. Et ça, j'insiste là-dessus, plus vous serez créatif, plus vous pourrez toucher des personnes qui vous ressemblent et surtout qui vous suivent réellement et auront un impact décisif sur votre but final de financement. Avoir 20 000 followers sur TikTok, c'est pas obligatoire. Il y a 50 000 façons de raconter son histoire. Les réseaux sociaux, bien sûr, y compris Facebook. Ne négligez pas les classes d'âge différentes de la vôtre, surtout ceux qui ont un pouvoir d'achat. Mais vous pouvez aussi, comme moi, créer un podcast, créer un média vidéo, avoir une newsletter, éditer un magazine, avoir un Patreon et tout un tas d'autres choses à imaginer. Et au niveau du contenu et de la direction artistique, entre guillemets, il y a là aussi des centaines de possibilités. Vous pouvez utiliser l'humour, faire des vidéos documentaires, avoir des formats type l'anecdote du jour, prendre un parti plus technique en parlant du matériel et en extrapolant sur des situations vécues, etc. Encore une fois, vous êtes le seul maître du contenu que vous allez produire, mais il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire. Il n'y a que ce qui vous convient à vous qui marchera. Parce que c'est un travail difficile, chronophage, sur du long terme et qui nécessite beaucoup de rigueur. Donc la seule chose importante, c'est que vous preniez du plaisir à la faire pour pas que ce soit une corvée qu'au final, vous abandonnerez. Il vaut mieux poster une fois par semaine, toutes les semaines de l'année, plutôt que de poster 5 fois en une semaine et après ne plus rien poster pendant 3 mois. Et pour avoir cette rigueur, il faut aimer ce qu'on fait. Malgré tout, à mes yeux, il y a un seul réseau à ne pas négliger, c'est LinkedIn. Vous vous y attendez sûrement pas et peut-être que vous pensiez que j'allais détailler les stratégies à avoir sur TikTok et Instagram, mais pour moi, si vous ne deviez garder qu'un seul réseau, ce serait LinkedIn. Pourquoi ? Parce que là-bas, vous pouvez écrire des longs posts à une communauté qui aime l'excellence, qui est à l'écoute, avec assez peu de jugement, contrairement à d'autres endroits, et qui est un nid à chef d'entreprise. On a là tous les ingrédients pour que vos histoires touchent des gens intéressés par celles-ci, et qu'en plus, elles vous offrent des opportunités directes de partenariat financier. Ensuite, de manière concrète, quand j'ai mis en place tout ça, au bout de quelques semaines, je fais quoi ? Déjà, il va falloir un dossier de présentation qui explique qui vous êtes, ce que vous faites, votre palmarès si vous en avez un, vos besoins financiers, matériels, peut-être humains, et ce que vous pouvez apporter en contrepartie à ceux qui vous soutiendront. Par exemple, sous forme d'un tableau avec le montant et en face la contrepartie. Là, c'est pareil, la seule limite, c'est votre imagination. Du classique post sur les réseaux sociaux à une conférence dans l'entreprise pour raconter votre histoire aux collaborateurs en passant par le flocage de maillots, etc. L'idée, c'est de proposer des contreparties en gardant à l'esprit ce qu'on disait au début. Ce qui va le plus intéresser les entreprises, c'est votre histoire. Un flocage de maillots dans un sport peu médiatisé, c'est quasiment inutile. En revanche, 1 ou 2 conférences dans l'année au siège du groupe, ça va sûrement beaucoup plus intéresser votre interlocuteur. Après, ce dossier, ça reste juste une base de discussion. Il faut vraiment avoir ça en tête. L'important, c'est justement de ne pas s'enfermer dans des contreparties strictes, mais s'adapter à l'entreprise que vous allez contacter, leurs envies, leurs besoins par rapport à justement l'image qu'elle a de vous. Et là, plus vous aurez diversifié vos moyens de communication, plus vous aurez de choses à proposer aux entreprises. Moi, j'ai un podcast, donc je peux proposer des encarts d'annonces sur mon podcast, chose que quelqu'un qui n'a que des posts écrits sur ses réseaux sociaux ne peut pas proposer. Donc c'est à vous de pouvoir vous diversifier pour proposer des choses qui intéresseront au maximum les entreprises. Et avec ce dossier, il va y avoir plusieurs moyens de prospecter. Faire des posts en disant que vous êtes en recherche de sponsors, c'est rapide, facile, et en fonction de ce qu'il y a dans votre communauté, vous pouvez avoir quelques propositions. Mais généralement, c'est pas ce qui marche le mieux. Il faut vraiment être proactif et démarcher. Pour ça, c'est très simple, vous vous faites une liste des entreprises de votre région qui pourraient être intéressées par aider un jeune local, ciblez des entreprises ni trop grosses
pour pouvoir directement parler à celui qui prendra la décision, ni trop petites parce qu'elles n'auront pas forcément de budget. Donc visez des PME entre 5 et 100 salariés, ça peut être une bonne idée, mais surtout adaptez-vous au fur et à mesure de vos recherches, voir ce qui fonctionne le mieux, ce qui fonctionne moins bien, et pour ne pas vous épuiser et perdre trop de temps, adaptez-vous au fur et à mesure. N'oubliez pas les collectivités locales qui ont souvent un petit budget pour les sportifs de haut niveau et les offices de tourisme qui ont souvent un beau budget communication. Une tactique à mettre en place et qui peut aussi fonctionner, c'est de regarder qui sponsorise vos concurrents. Prenez les sportifs de haut niveau de votre région, que ce soit dans votre sport ou dans d'autres sports, regardez leurs sponsors et contactez les concurrents de ces entreprises. En leur présentant le projet comme ça, est-ce que vous savez que vos concurrents sponsorisent des athlètes de la région pour valoriser leur image ? Est-ce que ça vous dirait d'en faire autant avec moi ? Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec le maire de votre ville pour qu'il vous donne une liste des entreprises du secteur. Ça peut faciliter vos recherches. Et ça aura aussi le mérite de vous faire connaître auprès des élus locaux qui généralement ont un gros réseau. Pour finir, il est souvent un peu difficile de trouver un budget de fonctionnement global. Et ça peut être beaucoup plus efficace de chercher des partenaires pour des événements ponctuels. Par exemple, j'ai les championnats de France dans 2 mois, j'ai besoin de tel budget, qui me suit ? Et ça peut être fait pour chaque compétition. Ce fonctionnement, il est un peu plus précaire parce qu'il est difficile de préparer une saison sans savoir si elle sera financée entièrement, mais les partenaires sont souvent beaucoup plus motivés sur un événement ponctuel que sur un accompagnement à long terme, avec pourtant parfois exactement le même budget. Donc pensez aussi à cette façon de faire. J'ai tel championnat, j'ai telle course, j'ai tel match, j'ai besoin de tant de budget pour pouvoir y aller. Est-ce que vous me suivez sur cette compétition ? Une dernière chose, avant de démarcher les entreprises, il faut que vous soyez parfaitement au courant de comment les fonds seront versés et ce que ça peut apporter à l'entreprise comme avantage. Il faut que vous connaissiez les différences entre sponsoring et mécénat. Il faut que vous puissiez facturer, donc soit avec une entreprise, soit avec une association. Et ça, c'est des infos que les entreprises ne connaissent pas du tout et ce sera vraiment à vous de maîtriser ces sujets au moment d'écrire les contrats. Donc, si vous avez envie que je fasse un épisode sur tout cet aspect juridique, dites-le moi en commentaire sur Spotify ou dans un avis sur Apple Podcast et je préparerai tout ça pour la suite. Dans tous les cas, être sportif de haut niveau, c'est un travail à temps super complet, puisqu'en plus des entraînements et des compétitions, la recherche de fonds fait partie intégrante du boulot. Et une chose est sûre, rien ne vous tombera dessus tout seul, même si vous devenez champion paralympique. Moi, j'ai eu plus de sponsors au début de ma Paralympiade qu'après les Jeux de Paris. Alors, il y a tout un contexte lié à tout ça, mais globalement, le temps que j'avais pour alimenter mes réseaux et faire exister mon image était beaucoup plus important, bien avant les Jeux qu'en 2024, et clairement, ça joue beaucoup. Alors, gardez à l'esprit que votre histoire intéresse énormément de monde, bien plus que vos résultats en compétition, et apprenez petit à petit à la vendre pour fédérer une armée derrière vous qui vous portera jusqu'en haut de vos objectifs. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'imagine donc que le contenu vous a plu, alors je compte sur vous pour le faire savoir autour de vous et vous abonner pour ne louper aucun épisode à venir. Tous les liens utiles sont dans la description, alors allez y jeter un coup d'œil et moi je vous dis à la prochaine!